Bonsoir à tous pour cette nouvelle session du jury. Donc, nous sommes heureux de vous continuer à nous suivre. Donc, ce soir, nous avons la chance d'être accompagnés du CHU de Nantes pour une belle présentation qui va tourner autour du TIPS. Donc, TIPS dans tous ses états, on va dire. Et au travers de 3 différentes présentations, on va essayer de mieux vous exposer justement les trucs et astuces du TIPS. Donc, première présentation qui sera faite par Marion Dargelos sur les indications consensuelles du TIPS, suivi ensuite de la présentation de Geoffrey Bourgeois, qui lui va nous parler vraiment de la technique de poste et le matériel à la nantaise. Et enfin, Arthur David qui va lui s'attacher à nous apporter la place de l'éco-guidage dans la mise en place des TIPS. Merci Farah Kadour de Marseille. Moi, c'est Farouk Tradi, donc on est évidemment très content de vous recevoir. Ces 3 présentations vont être modérées d'une part par le docteur Frédéric Douane, qui est l'expert nantais et presque français du TIPS, qui est bien accompagné avec ses 2 petits marmots. C'est bientôt l'heure d'aller au lit. On a la chance aussi pour ce webinaire, pour la première fois, d'avoir un expert non radiologique. C'est souvent intéressant de confronter nos pratiques à nos collègues d'autres spécialités. Ce soir, on a la chance d'avoir le professeur François Féteau, qui est chirurgien au CHU de Strasbourg, spécialisé en transplantation hépatique, qui nous donnera son avis éclairé sur cette question. Donc, sans trop tarder, on laisse la parole à Marion. À toi de parler, Marion, si tu peux partager ton écran. Là, vous pouvez m'entendre. On t'entend. En tout cas, nous, ici, on t'entend. N'hésitez pas à utiliser le chat si vous avez des questions. C'est hyper important de vous exprimer. Ce topo, c'est pour vous. Donc, n'hésitez pas, on prendra le temps d'y répondre à la fin. Super. Vous voyez bien mon écran, c'est bon? Oui. Oui. Super. Bon, bonsoir à tous. Donc, tout d'abord, pour introduire cette session sur le TIPS, moi, je vais vous parler des indications et des contre-indications du TIPS. Alors, bon, tout d'abord, le TIPS, c'est une anastomose entre le réseau porte et le réseau veineux systémique en mettant en place un stent couvert par voie transhépatique entre le réseau portal et les veines hépatiques. L'objectif du TIPS, c'est de diminuer la pression veineuse portale pour contrôler les complications liées à l'hypertension portale. Alors, on définit l'hypertension portale comme un gradient porte-cave supérieur à 6 mm de mercure et les premières complications liées à l'hypertension portale sont observées pour un gradient supérieur à 12 mm de mercure. Alors, le TIPS est classiquement indiqué dans les blocs intrahépatiques liés à la cirrhose. Par analogie, on va utiliser également le TIPS chez les patients présentant un bloc intrahépatique non lié à la cirrhose, comme chez les patients cirrhotiques. On trouvera également des indications du TIPS dans les blocs suprahépatiques et également infrahépatiques. Alors, les indications du TIPS. Donc, les indications du TIPS sont présentées au cours d'une conférence, la conférence de Bavenot, qui établit la place du TIPS dans les complications liées à l'hypertension portale. La dernière conférence a eu lieu en 2015 et donc c'est les recommandations Bavenot 6. Alors, il y a une nouvelle conférence qui a eu lieu, la Bavenot 7, au mois de décembre. Le papier n'est pas encore sorti. Ces recos sont reprises en français par un groupe de gastroentérologie de Toulouse. Moi, je vais vous présenter vraiment les recommandations consensuelles, celles vraiment qu'on retrouve dans les articles. Bien sûr, parfois, le TIPS peut être utilisé dans des cas un petit peu plus borderline. Ça, j'en parlerai pas. Alors, tout d'abord, la place du TIPS dans les hémorragies digestives, c'est vraiment le cas un petit peu classique. On a 3 niveaux d'urgence du TIPS. Le TIPS de sauvetage, l'early TIPS et le TIPS dans la prévention secondaire des ruptures de varices œsophagiennes. Alors, le TIPS de sauvetage, c'est l'urgence absolue. C'est le TIPS à poser à n'importe quelle heure de la journée. Il est indiqué chez les patients qui présentent une hémorragie digestive réfractaire à tout traitement médical et endoscopique. Là, le patient va devoir être transféré au PTI, enfin au bloc de radio interventionnel. Je crois, Geoffrey, que tu as ton micro qui est branché. Le patient sera transféré au bloc de radiologie interventionnelle en urgence, en contrôlant l'hémorragie grâce à une sonde de tamponnement, une Blackmore, une prothèse œsophagienne. C'est vraiment, il y a un risque de décès assez imminent. Pour les patients qui ont une récidive hémorragique sévère dans les 5 jours après une première hémorragie, un TIPS de sauvetage pourrait également être posé.
Alors, le type de sauvetage permet un contrôle de l'hémorragie dans 90% des cas. Cependant, ces patients ont un état clinique tellement sévère que finalement, la survie à 1 an est seulement de 50%. Les patients vont décéder de défaillance multiviscérale, de sepsis, d'insuffisance hépatique sévère. Le early tips, alors le early tips est indiqué chez les patients qui ont une hémorragie digestive qui va être contrôlée par le traitement médical et endoscopique, mais qui présentent un haut risque de récidive hémorragique. Ces patients sont les patients cirrhotiques avec un child de B et un saignement actif qui sera visible lors de l'endoscopie et un child de C. Le early tips doit être posé dans les 72 heures, idéalement dans les 24 heures. C'est une urgence relative, hein. Il faut quand même pouvoir organiser le bloc, le PTI pour ces patients-là. Alors, l'étude de référence du early tips, c'est l'étude de Garcia-Pagan de 2010 qui vraiment définit la place du early tips et qui montre une absence de récidive hémorragique significativement plus élevée chez le groupe des patients type C que les patients qui n'ont pas reçu de TIPS, donc traités par traitement médical et traitement endoscopique. La survie est également significativement plus élevée chez ces patients-là qui reçoivent le early tips. En revanche, il n'y a pas tellement de différence en termes d'encéphalopathie hépatique, puisqu'on sait que le TIPS, finalement, peut favoriser l'apparition d'encéphalopathie hépatique. Donc, le early TIPS ne va pas finalement changer grand-chose, puisque c'est des patients qui sont en général assez avancés dans la maladie cirrhotique. La prévention secondaire des ruptures de varices œsophagiennes, donc c'est quand même un cas assez fréquent. C'est les patients qui ont déjà saigné une première fois, qui reçoivent un traitement médical, c'est des bêta-bloquants non cardiosélectifs et traitement endoscopique par ligature. Si ces patients récidivent leur hémorragie, dans ces cas-là, on va leur proposer un TIPS en prévention secondaire. Ce TIPS permet de diminuer significativement le risque de récidive hémorragique. En termes d'encéphalopathie hépatique, il n'y a pas tellement de différence. En revanche, la survie n'est pas forcément augmentée, comme ce qu'on voit dans le early TIPS, lorsqu'on propose le TIPS en prévention secondaire. Il faut savoir que le TIPS n'est pas utilisé actuellement en prévention primaire des hémorragies. En revanche, c'est quelque chose qui peut peut-être bouger dans les années à venir. Il y a certaines études peut-être qui sont en cours. Donc là, c'est un petit tableau, un petit diagramme qui montre la place, je ne sais pas si vous voyez ma flèche, mais du TIPS dans les différents types d'hémorragie. Donc le TIPS de sauvetage en cas d'échec de toutes les prises en charge. Le early TIPS, si la prise en charge a été un succès, mais que le patient est à haut risque de récidive hémorragique. Et le type de prévention en prévention secondaire en cas de récidive après un traitement sur un traitement médical et endoscopique. L'acide réfractaire, c'est assez fréquent également chez les patients cirrhotiques. On va proposer le TIPS chez ces patients qui ont une acide qui est récidivante, hein, qui revient à 4 semaines de la précédente ponction, chez des patients qui ne peuvent pas recevoir le traitement diurétique à cause de contre-indications ou d'effets indésirables. Alors, le TIPS permet de bien contrôler l'acide. Hein. Il y a une récidive d'acide qui est significativement moins élevée chez les patients type C. Quelque chose de très important, la survie des patients à 1 an qui présentent un acide réfractaire est majorée en cas de traitement par TIPS. Donc, c'est quelque chose qui est assez notable chez ces patients. En revanche, en termes d'encéphalopathie hépatique, c'est assez similaire chez les patients qui sont type C ou non type C. Alors, une autre indication du TIPS, c'est l'hydrothorax réfractaire. Donc, c'est un épanchement pleural, plus généralement à droite, sans cause cardiologique ou pulmonaire retrouvée. Le TIPS permet un contrôle assez efficace de l'hydrothorax. En général, quand on pose le TIPS, on va demander aux cliniciens avant, ou à nous, au PTI, de drainer l'hydrothorax avant pour faciliter l'accès vasculaire. La thrombosport. Donc, la thrombosport, ce n'est pas une contre-indication au TIPS et au contraire, ça peut être un traitement. On va proposer le TIPS en cas d'échec ou de contre-indication aux anticoagulants. C'est une technique qui est assez différente et qui peut être plus complexe pour peser le TIPS, puisque l'abord vasculaire est bien moins accessible. Donc là, c'est un exemple d'une pose de TIPS sur thrombose portale qu'on a eu dans le service récemment. Hein. Donc on voit bien la thrombose portale qui s'étend à gauche. Donc là, l'accès au réseau porte a été fait par voie échographique, donc une ponction percutanée du tronc porte qui a permis finalement de nous frayer un petit chemin en gonflant le ballon. Et ensuite, on a pu mettre
notre guide pour pouvoir ensuite poser le TIPS et d'abord transfixer le foie pour ensuite dilater au ballon. Puis là, on voit donc le TIPS avec un stent qui a été étendu à la veine splénique. Alors, une autre indication du TIPS, donc ça va être les blocs suprahépatiques dans le syndrome de Budd-Chiari, qui soient aigus ou chroniques en cas d'échec des anticoagulants. C'est une excellente efficacité du TIPS, tout comme la thrombosport, hein, c'est une technique qui est assez complexe. Et enfin, on peut aussi poser le TIPS dans les hypertensions portales chez les patients qui doivent avoir une chirurgie sous-diaphragmatique. Ça permettra de contrôler l'hypertension portale pour diminuer les risques d'hémorragie péropératoire et d'éviter également les décompensations post-opératoires de la cirrhose. Alors, les contre-indications du TIPS. Donc, c'est assez important de bien sélectionner le patient avant de poser un TIPS, puisqu'il existe quand même des complications au TIPS. Il faut aussi s'assurer des différentes comorbidités de ces patients, qui sont en général assez comorbides. Bien sûr, les contre-indications du TIPS sont à nuancer en fonction du degré d'urgence. Pour un TIPS de sauvetage, on ne va pas faire tout un bilan, on fait le strict minimum. Le patient, il faut juste lui sauver la vie à un instant T. Alors, les différentes contre-indications, on va avoir l'insuffisance hépatique sévère. Ce sont des patients qui ont un état clinique qui est très avancé, très sévère. Souvent, en fait, ces patients ne sont même pas inclus dans les études. L'encéphalopathie hépatique, le TIPS c'est un traitement qui peut majorer l'encéphalopathie hépatique. Donc, les patients qui ont déjà une encéphalopathie hépatique, qui ont un antécédent d'encéphalopathie hépatique sans facteur précipitant qu'on ait pu retrouver, sont contre-indiqués au TIPS. Il faut savoir qu'il existe des grilles en fait, pour trouver des encéphalopathies hépatiques infracliniques. Et ces patients sont à sur-risque de présenter une encéphalopathie hépatique clinique après la pose d'un TIPS. Donc, c'est vraiment à rechercher en amont. Ensuite, concernant le bilan cardiaque, donc, le TIPS va majorer la précharge cardiaque. Donc, tous les patients qui présentent, il faut quand même rechercher une insuffisance cardiaque droite et également toutes les surcharges, les dysfonctions diastoliques qui vont vraiment limiter la pose, qui ne vont pas limiter la pose du TIPS, mais en fait la pose du TIPS va finalement aggraver cette dysfonction cardiaque. L'hypertension portale est également une contre-indication au TIPS. Enfin, on va aussi rechercher des contraintes anatomiques. Donc, la présence d'un CHC, ce n'est pas une contre-indication en soi du TIPS. On peut dire que c'est une contre-indication oncologique en fonction de la prise en charge globale du patient. En revanche, on peut poser un TIPS et faire une thermoablation quasi en même temps. Donc, ce n'est pas finalement une réelle contre-indication. La dilatation des voies biliaires, une polykystose hépatique sont des contre-indications, sont des contraintes anatomiques qu'il faut prendre en compte lors de la pose du TIPS. Donc, finalement, le bilan pré-TIPS à réaliser, il est assez simple. Hein, c'est un examen clinico-biologique, un bilan cardiologique complet avec un cardiologue qui est vraiment sensibilisé à la pose du TIPS et une recherche de toutes les contraintes anatomiques, pas contre-indication, comme j'ai écrit, avec une échographie, voire un scanner. Donc, à Nantes, on fait une consultation pré-TIPS au cours de laquelle on va pouvoir faire l'échographie et rechercher toutes les contraintes anatomiques. Donc, pour conclure, les indications du TIPS sont finalement assez variées et avec des degrés d'urgence assez différents. On retiendra donc les blocs supra- et infrahépatiques qui sont des techniques pour la pose du TIPS un peu plus complexes et différentes. Donc là, Frédéric Douane pourra vous répondre si vous avez des questions concernant ces indications assez particulières. On retiendra que le TIPS permet une amélioration de la survie dans le cadre du early TIPS, donc chez les patients à haut risque de récidive hémorragique et dans le cadre de l'acide réfractaire. La sélection du patient est très importante, ainsi que le bilan pré-TIPS pour éviter toutes les complications post-TIPS et justement avoir tout le bénéfice du TIPS qu'on recherche. Et enfin, les contre-indications sont bien sûr à évaluer en fonction du degré d'urgence. Voilà, je vous remercie. Oui. Je ne sais pas si vous m'entendez. Merci Marion. Ouais, super. On t'entend Marion, c'était super en tout cas, on te remercie.
Donc, on va passer peut-être les questions du coup qui seront à la fin avec notamment les experts. On va passer du coup à Geoffrey. Geoffrey, si tu nous entends et que tu es là, tu peux prendre la main donc, pour technique de pose et matériel à la nantaise. Juste deux petites questions sur l'intérêt du TIPS en cas d'hydrothorax réfractaire. Il faut savoir que finalement, l'hydrothorax réfractaire, c'est une ascite thoracique qui a la même indication. On va avoir tendance à aller un tout petit peu plus vite dans le traitement des hydrothorax réfractaires, car on sait que ce sont des patients qui vont s'altérer plus rapidement encore que les patients qui ont une ascite chronique. Il faut que vous considériez que l'hydrothorax est une ascite thoracique. Et s'il existe des variantes anatomiques vasculaires contre-indiquant le TIPS, non. Après, on pourra parler par contre du placement du TIPS par rapport à des contraintes éventuellement chirurgicales, mais il n'y a pas de variante qui contre-indique. Ce sont juste des modifications anatomiques qui peuvent compliquer les choses, mais rien n'est insurmontable. À toi, Geoffrey. Très bien, merci. Je prends la main. Est-ce que vous voyez bien mon diapo? Est-ce que vous m'entendez bien? On t'entend bien. On ne voit pas le diapo. Alors, c'est très bien. C'est bon pour le diapo? Alors, oui. Oui, là, c'est bon. Oui. Très bien. Bonjour, donc Geoffrey, je suis interne de radiologie au CHU de Nantes et je vais aborder pour ma part la présentation du matériel et la technique de la pose d'un TIPS avec quelques spécificités nantaises. Alors le TIPS, c'est une procédure qui peut paraître au premier abord compliquée, longue et parfois risquée. Le but de cette présentation est de vous démontrer le contraire en vous présentant le matériel adéquat pour réaliser le geste et en décomposant ces grandes étapes pour démystifier un peu cette procédure. Allô? On n'a plus de visuel sur ton topo, Geoffrey. Ah. C'est bon. C'est bon. Oui, il y aura peut-être un petit peu de latence, je pense que c'est dû au fichier qui est un petit peu lourd. Donc comme l'a dit Marion, le TIPS, petit rappel de sémantique, c'est un court-circuit entre le système porte et le système veineux systémique. Je pense, Geoffrey, c'est que quand tu parles, ton diapo s'efface à chaque fois. Ah, alors attendez, on va essayer de faire autrement. Alors, est-ce que c'est mieux? Là, on le voit, ton diapo. Là, on ne voit plus. Hop. Alors, je me remets sur le partage. Alors, non, ça ne va pas être le bon. Hop. Frédéric, est-ce que toi, tu as la possibilité de diffuser éventuellement le… Oui, je peux. Oui. Tu peux partager ton écran et puis Geoffrey, c'est une histoire de compatibilité de ton ordinateur, peut-être Geoffrey, je sais pas. Ouais. Alors, je te laisse reprendre la main, Fred, sur le diapo. En attendant, j'ai vu que le professeur François Féteau était connecté. Je ne sais pas si… Oui, bonjour. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation, c'est un plaisir. Super, nous on est honorés d'avoir un chirurgien avec nous, surtout expert dans le domaine de la transplantation. Donc évidemment, vous pouvez intervenir quand vous voulez. Et puis on aura une session d'échange à la fin pour que vous puissiez nous donner votre avis. Très bien. Je laisse reprendre, Jeff. C'est bon, vous avez le topo? Oui, c'est bon, merci Fred. Donc, tu vas pouvoir passer la diapo suivante. Et j'étais donc en train de vous faire un petit rappel de sémantique. Donc, le TIPS, donc un court-circuit entre le système porte et le système veineux systémique réalisé par voie jugulaire. C'est une procédure spécifique puisqu'elle va allier des gestes de radiologie interventionnelle percutanée avec la ponction transjugulaire et des gestes de radiologie interventionnelle. Alors, est-ce que tu peux remettre en plein écran, Fred, s'il te plaît? Excusez-moi. Donc des gestes de radiologie interventionnelle endovasculaire qui vont associer ponction, navigation, pose de prothèse et parfois embolisation vasculaire. Et le tout avec une utilisation de matériel spécifique propre au geste. Et donc vous voyez qu'à l'issue du geste, l'objectif c'est l'image de droite, ce court-circuit entre la circulation portale et la circulation veineuse hépatique systémique avec cette prothèse posée en particulier. Si tu peux passer à la suite.
Alors allons-y pour le matériel. Ce qu'on utilise à Nantes, c'est le kit de Roche Ushida, qui est un kit d'abord hépatique par voie transjugulaire, donc qui se compose des différents éléments que je vous ai listés ci-dessous. C'est un set qui est dédié à la pose de TIPS, puisqu'il va permettre la réalisation d'un abord jugulaire, ainsi qu'une navigation endovasculaire entre la veine jugulaire et le système porte, ainsi qu'un abord portal transhépatique, et le tout avec un seul kit. Il y a d'autres kits qui sont utilisés par d'autres équipes, notamment les aiguilles de Colapinto et les aiguilles de la société Gore, mais qu'on n'utilise pas à Nantes. Tu peux passer à la suite. Je vous ai mis sur cette illustration les différents composants de ce kit qui utilise une technique en triple axial avec un introducteur de D-French dans lequel on va introduire le sabre avec sa courbure caractéristique qui va nous permettre de réaliser vraiment une sorte de gouvernail dans la circulation veineuse hépatique, puis l'aiguille dans son cathéter qui va nous servir à réaliser la ponction portale. Donc finalement, l'avantage de ce kit, c'est vraiment un gain de temps lié à la technique du triple axial, puisqu'on va vraiment pouvoir naviguer par voie endovasculaire entre la veine jugulaire jusqu'au système porte sans avoir besoin de réaliser d'échanges de matériel sur guide. Ici, je vous ai mis donc une vue en condition au bloc opératoire, donc de bas en haut, l'introducteur, au-dessus le sabre avec sa courbure caractéristique, l'aiguille de ponction en bleu et un cathéter de navigation endovasculaire juste au-dessus. Sur la diapositive suivante, donc je vous ai mis donc une vidéo qui lag un petit peu pour vous montrer les différents éléments. Donc ici, en premier, l'introducteur. En deuxième, le sabre dans sa gaine, donc un sabre rigide pour qu'on puisse venir en buter et diriger notre aiguille de ponction avec sa courbure caractéristique. Puis l'aiguille qui va nous servir à réaliser à proprement parler la ponction portale transhépatique que voici. Deuxième étape du matériel spécifique pour la réalisation de la pose d'un TIPS, c'est l'utilisation de la prothèse Viator. Alors cette prothèse, elle a plusieurs caractéristiques. La première, c'est elle se compose de deux parties bien distinctes. À droite, vous pouvez voir la portion extra-hépatique qu'on va déployer sur le versant portal, qui est une partie non couverte, qui fait toujours 2 cm de longueur. Et à gauche, la portion intrahépatique couverte, qui mesure entre 4 et 8 cm selon les besoins en fonction de l'anatomie du patient. Cette prothèse, elle a plusieurs caractéristiques. Déjà, c'est une prothèse qui est auto-expansible, avec un diamètre qu'on va pouvoir ajuster dans les suites du déploiement, entre 8 et 10 mm selon la réduction du gradient post-TIPS. Cette prothèse, c'est la seule prothèse qui est remboursée dans cette indication, c'est-à-dire la réalisation d'un TIPS. Et c'est la seule prothèse étudiée dans la littérature qui a permis une augmentation de la survie chez les patients à haut risque de récidive hémorragique ou dans un contexte d'acide réfractaire lié à l'hypertension portale. Je vous ai mis sur la diapositive suivante une vue de la prothèse Viator déployée entièrement à gauche, avec leur correspondance sous scopie avec l'introducteur au travers. Et vous pouvez voir déjà sur la vue scopie qu'on voit des petits repères métalliques radio-opaques noirs qui vont délimiter la portion intrahépatique couverte de la prothèse. À droite, la correspondance échographique, avec à droite le flux portal qui s'étend jusqu'à la circulation veineuse systémique, veineuse hépatique. Bien, je vous ai parlé du matériel, je vais maintenant passer aux différentes étapes de la réalisation d'un TIPS. Et pour faire simple, on va décomposer les grandes étapes de la procédure qu'on peut finalement résumer en 3 étapes. Premièrement, la ponction jugulaire percutanée. Deuxièmement, la ponction portale transhépatique sous guidage échographique, qui est l'étape clé de la réalisation du geste. Et dans un dernier temps, la pose de la prothèse Viator. L'objectif, à l'issue de ces étapes, c'est donc de réaliser ce fameux court-circuit entre les circulations portales et sus-hépatiques. Allons-y pour notre première étape, donc l'abord jugulaire par ponction éco-guidée. Donc, je vous ai mis ici une image échographique du geste en question. On peut se demander pourquoi un abord jugulaire. Eh bien, tout simplement parce que c'est l'abord qui est recommandé chez les patients éligibles à la réalisation d'un TIPS. La plupart du temps, des patients aux antécédents de cirrhose qui présentent fréquemment des thrombopénies sur des séquestrations splantiniques ou des troubles de l'hémostase. Ici, donc un abord jugulaire interne droite, puisque c'est plus commode et finalement la voie la plus directe. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas une voie obligatoire et selon les constatations péropératoires ou les antécédents du patient, on peut tout à fait réaliser une voie jugulaire interne gauche ou une voie jugulaire externe. Tout est possible. Donc bien sûr, le tout sous guidage échographique, gage de rapidité et de sécurité. On réalise ensuite, on vérifie qu'on a bien un retour de sang veineux dans notre seringue, ce qui confirme la réussite de l'abord. Et on va pouvoir pousser notre guide jusque dans la veine cave inférieure pour réaliser, et notre introducteur bien sûr,
pour réaliser une mesure de pression veineuse centrale dans la veine cave inférieure qui va nous permettre de calculer notre gradient porte-cave pré-TIPS. Ici, une vue scopique de la cathétérisation d'une veine hépatique. Alors ici, une veine hépatique droite, mais finalement, peu importe, on prend celle qu'on veut en fonction de la situation. On monte notre guide, notre cathéter, puis notre introducteur dans la veine. On retire le cathéter et le guide et on va pouvoir monter le sabre et l'aiguille pour réaliser la deuxième étape, c'est-à-dire la ponction portale sous guidage échographique. Donc, la ponction portale, c'est vraiment l'étape clé de la procédure. À Nantes, on utilise un guidage échographique per procédure qui nous permet de, 1, confirmer la bonne réussite du geste et 2, de diminuer les complications péropératoires. Ici, je vous ai mis une vue au bloc. Est-ce que tu peux revenir? Voilà. Donc, dans un premier temps, on fait un guidage successif, d'abord par voie scopique pour confirmer le bon positionnement du matériel. Et dans un second temps, on arrête les rayons et le second opérateur va pouvoir réaliser le guidage échographique. La diapo suivante vous montre vraiment le rôle important du sabre dans sa gaine qu'on voit ici avec les artefacts hyperéchogènes linéaires. Vous voyez que vraiment on va pouvoir, en fonction de la rotation horaire ou anti-horaire, vraiment guider notre aiguille de ponction vers la veine hépatique. Sur la diapo suivante, vous pouvez voir un exemple de ponction portale sous guidage échographique, donc en direct. Et donc l'intérêt, c'est non seulement bien sûr bien viser la veine hépatique, mais aussi pouvoir corriger éventuellement son tir si on n'est pas allé exactement dans la direction souhaitée. Le but, c'est bien sûr la réduction des complications, un type de plaie hépatique transcapsulaire, de plaie biliaire ou de ponction artérielle hépatique. Une fois qu'on a réalisé notre ponction portale, on va pouvoir réaliser 2 contrôles successifs pour confirmer la réussite du geste. Premièrement, vérification de retour de sang veineux dans notre seringue via le cathéter monté dans l'introducteur. Et deuxièmement, opacification du système porte avec du produit de contraste via le cathéter, comme vous pouvez voir sur la diapositive. Ensuite, il nous reste à monter notre guide à travers notre trajet de ponction, qu'on va pouvoir descendre jusque dans la circulation veineuse mésentérique supérieure pour nous donner un petit peu de sécurité et d'appui. Il nous reste ensuite à confirmer vraiment notre ponction. Donc ici, je vous ai mis la vue péropératoire de l'avancée de l'introducteur dans la veine porte avec un point fixe sur la main droite. Et sur la main gauche, on va vraiment venir pousser l'introducteur en faisant bien point fixe sur la main droite. Si tu peux montrer la diapo suivante avec la correspondance scopique. Voilà, vous voyez la gaine qui est montée sur le guide et sur la diapo suivante, l'avancée de l'introducteur jusque dans la circulation portale. Une fois qu'on a monté notre introducteur, on va pouvoir réaliser la portographie qui va nous permettre de visualiser bien sûr la circulation portale, le confluent splénomésaraïque, rechercher d'éventuelles variantes anatomiques, éventuellement une thrombose porte et évidemment des voies de dérivation liées au stigmate d'hypertension portale. À cette étape du geste, il faut encore mesurer la pression portale pour calculer notre gradient pré-TIPS. On a réussi notre ponction portale, on est en situation porte avec notre introducteur, il ne nous reste plus qu'à larguer la prothèse à proprement parler. Mais on ne va pas se précipiter, avant de la larguer, on va réaliser une prédilatation au ballonnet du trajet transhépatique. Et cette prédilatation, elle a un double objectif, bien sûr préparer le lit de la future prothèse Viator, mais aussi calculer la longueur de la prothèse nécessaire, avec, vous le voyez, 2 repères radio-opaques sur cette boucle de scopie qui nous permettent de délimiter notre ballon. Et on sait que, en tout cas à Nantes, on utilise des ballons de 8 par 40 mm, donc on sait qu'entre ces 2 repères radio-opaques, il y a 4 cm. On peut donc estimer la longueur de la prothèse. Et vous le voyez, sur le ballon, quand on gonfle, on a vraiment cette empreinte caractéristique de la jonction entre la circulation porte et le trajet transhépatique de la prothèse. On réalise donc une deuxième dilatation au ballonnet sur vraiment l'ensemble du futur trajet de la prothèse. Et une fois qu'on a préparé le terrain, on va vraiment pouvoir passer au largage de la prothèse à proprement parler. Le largage de la prothèse, il se fait en 2 parties. Premièrement, largage de la portion extra-hépatique, donc sur le versant portal, la portion non couverte de la prothèse, que vous pouvez voir entre les 2 repères radio-opaques sur la partie inférieure de l'image. Et vous voyez qu'en fait, on déploie vraiment la portion extra-hépatique non couverte en retirant l'introducteur, qui permet donc vraiment de cette auto-expansion de la prothèse.
On réalise ensuite une injection de produit de contraste sur notre introducteur pour vérifier avec notre repère radio opaque à la partie supérieure de la prothèse qui n'est pas encore larguée, qu'elle est bien située au niveau de la jonction cavo-sus-hépatique pour ne pas avoir de défaut de couverture, puisqu'on sait que sinon il y a une augmentation du risque de thrombose et de sténose intrastent. On a préparé le matériel, c'est parti pour l'étape 2 du largage, en déverrouillant le petit fil et en tirant dessus, donc sur notre dispositif. Ça nous permet vraiment de larguer la prothèse qui s'auto-expand. Et donc sur la vue scopique suivante, vous pouvez voir entre la portion extra-hépatique couverte déjà larguée, vous allez voir le déploiement de la prothèse jusqu'au repère métallique supérieur situé presque au niveau de l'introducteur. Voilà, vous avez vu le déploiement de la portion supérieure jusqu'à la jonction cavo-sus-hépatique. Une fois qu'on a largué notre prothèse, c'est pas tout, il ne faut pas s'arrêter là, il faut encore dilater au ballonnet l'ensemble du trajet stenté. Vous voyez qu'il y a encore des empreintes, donc c'est vraiment important de bien dilater sur l'ensemble du trajet. Tu peux montrer les diapos suivantes, Fred. Et la suivante. Et voilà, la prothèse est larguée. Il ne nous reste plus qu'à prendre nos mesures de pression dans la circulation portale et dans la veine cave inférieure pour pouvoir mesurer notre gradient cave post-TIPS et pouvoir calculer la réduction de notre gradient qui doit être situé entre 5 et 10 mm de mercure. On réalise bien sûr une portographie finale qui va nous permettre de confirmer la bonne perméabilité du TIPS, vérifier la bonne réduction des voies de dérivation et estimate d'hypertension portale. Et je vous ai mis le schéma à droite qui montre la situation idéale une fois la prothèse larguée avec la portion extra-hépatique couverte dans la circulation porte et la portion intra-hépatique couverte qui va bien s'étendre jusqu'à la jonction cavo-sus-hépatique. En fin de procédure, on peut réaliser une échographie pour bien vérifier qu'on n'a pas de défaut de couverture jusque dans la jonction cavo-sus-hépatique. Voilà, votre TIPS est largué, vous n'avez plus qu'à retirer votre matériel, réaliser une compression manuelle, et c'est la fin de la procédure. J'espère que ça aura permis d'éclairer un petit peu ce geste. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, en tout cas, Geoffrey, pour cette super présentation, bien agrémentée de très belles vidéos pédagogiques. Donc, on te remercie. On voit que vous faites pas mal d'éco-guidage à Nantes. Donc, ça nous permettra de faire une belle transition avec le dernier exposé d'Arthur David, qui va nous faire, on va dire, l'apport de l'échographie à la nantaise. Donc, Arthur, si tu veux prendre la main. Oui, je prends la main. Alors, je ne sais pas si c'est bon. C'est bon, on voit ton diapo. Tu veux répondre à la question avant ou je commence? Oui, on peut peut-être commencer. Revenir sur la progression de l'introducteur. En effet, c'est un moment un peu important. Alors, on travaille sur un guide de Theranostive 035, qui est à la fois un guide de navigation et de support suffisant pour réaliser l'ensemble de l'intervention. Parfois, une fois qu'on met notre cathéter, on peut aussi passer sur un guide en plate ou voir un under twist si vous avez besoin de davantage de support. En tout cas, on passe l'introducteur sur notre guide de Theranostive. Donc en effet, la gaine noire que vous avez vue prédilate le trajet, et sur cette gaine noire, secondairement, on fait un point fixe et on passe l'introducteur. Éventuellement, si on a du temps, je vous montrerai cette petite portion de la vidéo. Je vais laisser Arthur continuer sur l'éco-guidage. Voilà, donc bonjour à tous, moi Arthur David, je suis praticien hospitalier à Nantes et donc je vais vous parler du papier qu'on a publié en 2019 sur le guidage échographique de la ponction portale. Alors, donc la ponction portale, c'est, comme l'a dit Geoffrey, c'est une des étapes limitantes, difficiles de la pose de TIPS. Donc ça consiste à ponctionner par voie sus-hépatique après avoir amené le sabre dans la veine sus-hépatique, la branche portale, droite en général, mais ça peut être gauche, et puis à cathétériser ensuite le système porte. Le risque, ça va être une ponction hors cible, donc la plaie capsulaire, la plaie biliaire ou la plaie artérielle hépatique. Donc c'est nécessaire, très important d'utiliser un guidage par imagerie. Il y a plein de modalités de guidage qui ont été décrites dans la littérature. Donc on va passer très vite dessus parce que déjà on ne les utilise pas ou très peu, et puis qu'on va se concentrer sur l'écho. Donc on peut les regrouper en modalités de guidage. Donc il y a le guidage fluoroscopique avec plein de techniques, notamment on peut citer la portographie indirecte par cathé bokeh, par ballon d'occlusion.
par voie sous-hépatique au produit de contraste ou au CO2 qui permet ensuite de faire un roadmap et de cibler le système porte. Il y a les guidages IRM avec de l'aide à la planification ou des fusions sur les appareils hybrides. Des guidages scanner, pareil, d'aide à la planification ou de fusion avec la portographie scanner. Et puis donc les guidages qui reposent sur l'écho avec tout un tas de techniques, l'écho 3D, l'écho intravasculaire, ou alors un guidage finalement techniquement assez simple qui est l'échographie 2D transpariétale en temps réel, qui a été décrite par Longo dans Radiologie en 92 et qui présente comme avantage de pouvoir sélectionner la veine hépatique et la branche portale à cibler, de suivre en temps réel l'avancée de l'aiguille, et puis donc d'avoir une faible exposition au rayonnement X. C'est donc la technique qu'on utilise à Nantes. Et dans ce sens-là, on a publié donc ce papier sur le guidage échographique pendant le TIPS. C'est une étude rétrospective sur 8 ans, avec un total de 224 TIPS analysés rétrospectivement, TIPS posés avec éco-guidage premier de la ponction portale. L'objectif, c'était d'évaluer la faisabilité et la sécurité de cette échographie temps réel pour le guidage de la ponction portale lors des TIPS. On utilise deux voies, deux coupes échographiques. Donc la première coupe qu'on utilise le plus fréquemment, c'est la coupe intercostale droite, donc avec la position de la sonde comme ça, légèrement oblique dans les espaces intercostaux, et qui permet donc de visualiser la veine hépatique dans son grand axe avec l'aiguille de ponction, et puis de cibler la branche portale droite, elle coupée dans le petit axe. Donc voilà la coupe échographique correspondante avec la veine hépatique, la branche portale cible, et puis donc les structures avoisinantes. Et voilà donc la vidéo avec donc l'aiguille de ponction qu'on voit très bien dans la veine hépatique, la cible portale et donc la ponction de la cible portale sous contrôle échographie en temps réel. La deuxième coupe qu'on utilise, c'est la coupe récurrentielle avec la sonde en position épigastrique, comme dans les échographies diagnostiques, en remontant vers le haut pour pouvoir visualiser la veine hépatique droite dans son grand axe, la cible portale droite en avant et donc le trajet de ponction en temps réel. Donc voilà la coupe échographique correspondante avec la veine hépatique, la branche portale en avant et la ponction échographique en temps réel avec l'aiguille donc qui avance, qu'on peut suivre en balayant le foie jusqu'à la branche portale en avant. Donc c'est un papier qui avait donc 224 patients, une grande majorité d'hommes, une grande majorité d'alcool évidemment, des scores de Child autour de 8 en moyenne, Mel autour de 14. Les indications étaient globalement réparties sur les 3 indications classiques d'acide, de prophylaxie secondaire ou d'hémorragie digestive, avec quelques autres cas plus exotiques. Et puis donc des types se posaient en programmé dans 60% des cas, urgent dans 40% des cas. Donc en termes de résultats, on avait un taux de succès technique, donc de pose du type de 100%, et un taux de succès de l'éco-guidage, donc un type posé grâce au guidage échographique, de presque 98%, donc très élevé. Mais les quelques types, donc les 5 types pour lesquels l'éco-guidage n'a pas été concluant, ont été posés sous contrôle fluoroscopique, donc soit blind, soit par portographie indirecte. Donc ce qui nous fait penser que le guidage échographique, s'il est bien en premier, il peut être plus difficile en deuxième, c'est-à-dire si on commence par faire du guidage scopique et qu'on a bien fourragé dans le foie, on peut avoir un petit peu plus de difficulté à utiliser ensuite un guidage échographique où on aura mis plein de bulles d'air et autres. Ça nous amène aussi à penser que dans notre population, on avait pris tous les types posés, donc y compris les types posés pour des indications moins classiques, comme le Budd-Chiari, des types avec thrombose portale et des types avec fusion des plans. Donc pour rebondir sur la remarque de Frédéric tout à l'heure en réponse à une question, les TIPS peuvent être posés, y compris chez les patients avec des variantes anatomiques où il n'y a pas de veine sud-hépatique, pas de thrombose porte, et en utilisant donc le guidage échographique. En termes de sécurité, donc, les complications relevées donc, étaient de 12. Bon, ça, c'était les complications observées pendant l'angiographie et décrites dans le compte-rendu. Et en fait, on a aussi étudié les complications cliniques, avec retentissement clinique significatif. Et donc, on était à 1,8% de complications cliniques per-procédurale ou post-procédurale immédiate. Donc, c'est un taux très bas. Quand on compare avec les taux décrits dans la littérature sur des petites séries, mais c'était environ 5% de ponction artérielle, 5% de ponction biliaire, 30% des fractions capsulaires et puis des hémopéritoines dans 10% des cas.
La mortalité à 30 jours était de près de 10%, mais sans qu'on retrouve de cause liée à la technique. Vous pourrez retrouver dans le papier l'ensemble des patients décédés avec la cause de la mort. En termes de morbidité, on était sur des taux, on verra tout à l'heure, équivalents à ceux de la littérature, avec environ 30% d'encéphalopathie à 1 mois, 5% de dysfonction de Shunt et 4% de récidive hémorragique. En termes d'irradiation, donc c'est encore une comparaison indirecte avec la littérature, notre PDS était de 62 gray par centimètre, qui est plutôt dans la limite, dans la fourchette basse des taux des PDS rapportés dans la littérature, et largement sous les niveaux de référence qui ont été décrits, qui ont été recommandés, qui étaient de 525 mg par centimètre pour la pose de TIPS et 150 pour la pose spécifiquement sous écoguidage. Si on divise notre population entre patients embolisés et patients non embolisés des varices, forcément, on retrouvait une nette différence avec donc du coup, pour le TIPS seul sans embolisation de varices, un PDS très bas à 46 mg par centimètre carré en moyenne. Gray par centimètre carré, pardon. Pour le temps de scopie, donc on avait un temps de scopie moyen de 20 minutes, ce qui est aussi dans la fourchette plutôt basse des taux des temps de scopie rapportés dans la littérature et largement sous les niveaux de référence recommandés. En termes de sécurité, donc nos chiffres étaient globalement, soit en termes de mortalité, soit en termes de morbidité, globalement similaires à ceux rapportés dans la littérature pour les mêmes périodes de suivi, c'est-à-dire 1 mois. Ce faible taux de complications cliniques, ça peut s'expliquer, donc, comme l'a dit Geoffrey, par le fait qu'on visualise en temps réel l'avancée de l'aiguille, qu'on repère l'environnement périportal à éviter et qu'on peut donc corriger la trajectoire pour réorienter l'aiguille vers une ponction plus sûre, en contrôlant notamment aussi également l'avancée derrière la branche portale où peuvent se retrouver des structures. Les contraintes de l'écoguidage, mais ça nécessite un deuxième opérateur. Il y a une irradiation potentielle de l'échographiste, donc à Nantes évidemment. On arrête les rayons pendant la ponction, pendant que le guidage échographique, et dès qu'on pense être dans le système porte, les échographistes et tous les personnels qui ne sont pas nécessaires sortent ou s'abritent derrière le paravent. Les limites de cette étude, c'était une étude rétrospective avec un certain nombre de données manquantes et non comparatives. On comparait nos données de façon indirecte aux données de la littérature. Je vous remercie. Merci Arthur pour cette communication très, très intéressante. Donc, c'est sûr que ceux qui étaient convaincus par le guidage échographique le seront encore plus par la vision de l'écho-synthèse, et ceux qui n'y pensaient pas, vous n'avez plus de raison de ne plus le faire. On est un tout petit peu en retard. Peut-être que c'est le moment de donner la parole à notre expert chirurgical, le professeur Féto, et puis on reviendra en fonction des questions qui restent, Frédéric, sur les topos qui ont été présentés. Moi, j'avais une question parce qu'on a beaucoup parlé de radiologie. On m'entend, non, il y a un souci sur le micro. Non, très bien. On entend très bien. Ah, ok, c'est doit être chez nous. Non, la vision du chirurgien sur les indications, sur quel patient vous contre-indiquez. Est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec la liste exhaustive des contre-indications, qui est en fait relativement limitante? Alors, on sait que des fois, on est à la frontière. Est-ce que vous avez des thérapeutiques alternatives, notamment pour les patients qui vont prochainement bénéficier d'une greffe? Donc, toutes ces questions nécessitent peut-être des réponses. J'espère que vous pourrez y répondre. Donc, on vous écoute. Bonsoir, oui. Donc, mais encore une fois, vraiment merci pour cette invitation. Bravo pour les topos qui sont vraiment très bien faits. Je pense qu'effectivement, le tour de la question a été largement fait. Alors, c'est vrai que il y a deux, on peut voir les choses. Je pense qu'il y a deux grandes questions qui peuvent se discuter quand on discute de l'indication et de la façon de faire. D'abord, si on prend le côté purement technique et en rapport avec la chirurgie, c'est vrai que la question qui se pose toujours, c'est avec les collègues radiologues, c'est jusqu'où monte le TIPS et jusqu'où il descend. Puisque clairement, à partir du moment où on est dans une situation un peu différente en fonction du projet qu'on va avoir pour le patient, et un patient
qui va avoir un risque d'être transplanté à un moment ou à un autre dans son histoire, on va avoir tendance à vouloir un TIPS qui va être pas trop haut, on va dire, hein, parce qu'à partir du moment où le TIPS dépasse de la confluence véno-sushépatique cave, le risque, c'est qu'on ait du mal à faire l'hépatectomie de la transplantation, avec un bout de TIPS en fait, qui reste en haut dans l'oreillette. On a vu plusieurs fois des TIPS qui remontaient quasiment jusque dans l'oreillette droite. Et du coup, pour faire l'hépatectomie de la transplantation ou pour faire une chirurgie, c'est très compliqué. À l'inverse, on sait que la position de l'extrémité du TIPS, elle est très importante pour son efficacité. Il y a un papier qui vient juste de sortir et qui établit la corrélation entre l'efficacité du TIPS et puis la distance entre l'extrémité supérieure et la confluence entre la suze hépatique et la cave. Donc, je pense que ça, c'est un point qui est toujours à discuter. C'est quel est le projet pour le patient après le TIPS. Et c'est quelque chose qui me semble très, très, très important quand on pose une indication de TIPS. La question, c'est quel est le projet? Et à mon sens, il faut toujours discuter du TIPS en même temps que de la possibilité d'une transplantation, soit en urgence si dans les situations compliquées, les hémorragies, le type de sauvetage, vous avez très bien dit, le type de sauvetage, ça sauve la vie parce que ça arrête l'hémorragie, mais c'est un très haut risque de décompensation de la fonction hépatique. Et donc, on peut être amené à discuter de la place d'une transplantation si le TIPS conduit à une décompensation. De la même façon, le TIPS, on peut le poser. Je pense qu'il y a dans les contre-indications, on discute de l'insuffisance hépatocellulaire avec des critères qui sont, à mon sens, un peu simplistes. Le taux de bilirubine supérieur à 50, les plaquettes inférieures à 70 000. C'est un peu simpliste parce qu'on sait que le TIPS, ça peut marcher même chez des patients qui ont des MELD élevés, même chez des patients qui ont des MELD supérieurs à 18, même chez des patients qui sont CHED C15, ça peut marcher. Mais ces patients, il faut discuter avant de la possibilité, si jamais il y a une complication du TIPS, de la possibilité d'une transplantation. Et du coup, on adapte la technique de la pose du TIPS au projet qu'on peut avoir après. Ça, c'est une chose. Je ne sais pas si le Dr Douane est d'accord avec cette vision. Oui, alors, en effet, l'idée surtout, c'est que si on pose l'implication d'un TIPS, c'est qu'il soit posé de manière correcte. Et donc, en effet, ce qu'il faut rappeler, c'est que la position correcte d'un TIPS, c'est qu'il soit strictement à la jonction cavo-sushépatique. Parce que si le TIPS se thrombose ou il se sténose, on perd le bénéfice de celui-ci. Ensuite, bien sûr, il faut discuter préalablement, mais sauf qu'on n'a pas tous des équipes de transplanteurs aussi à portée de main. D'ailleurs, c'est le cas à Nantes. Nous, en fait, on travaille un petit peu de manière pas isolée, mais on travaille entre deux grands CHU qui font des transplantations. Et on sait aussi que les techniques d'intervention opératoire, notamment les anastomoses au niveau de la cave, peuvent éventuellement varier en fonction des équipes. Et notamment la question sur les variantes anatomiques et notamment la question sur les butt caries, la remarque que vous faites sur l'anastomose au niveau cavo-sushépatique, c'est dans ces situations, c'est très compliqué parce que par définition, le TIPS il déborde forcément au niveau de la cave dans des butt caries, puisque la maladie, elle est cave. Donc, ça pose en effet cette question. Pour les autres TIPS qui sont les plus fréquents, il faut tout simplement que notre éco-guidage, notre guidage radiologique, il soit le plus parfait possible. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on insiste nous aussi sur la plus-value de l'éco-guidage, parce qu'on voit très bien que cette jonction cavo-sushépatique, elle peut être à la fois couverte, mais sans forcément déborder dans la cave de manière à couvrir l'oreillette droite. Donc, c'est bien insister finalement qu'en tant que radiologue, notre plus-value et notre cahier des charges, il est radiologique, pour que derrière, le projet chirurgical ne soit jamais contraint par notre TIPS. Bien sûr, ce qu'il faut bien sûr dire, c'est que d'abord et avant tout, il faut que le TIPS soit bien mis et perméable. Donc, les histoires de « je déborde au niveau sushépatique, je déborde au niveau porte », elles sont bien sûr fondamentales, mais elles passent finalement en deuxième intention. Et je pense qu'aussi, on va de plus en plus finalement mettre de TIPS dans des situations anatomiques complexes, notamment dans le système occlu au niveau porto, mésentérique, splénique, mésarique, etc. Et finalement, ça vous contraint, vous, chirurgien, enfin, ça vous contraint.
C'est aussi mieux d'avoir finalement un système porte perméable et libre de synéchie, puisque ça ne contre-indique pas l'anastomose portale. Et d'ailleurs, ça vous évite de faire des plasties portales orthotopiques ou ectopiques, qui sont d'ailleurs des critères de récidive ou d'échec de la transplantation sur des thromboses. Donc la plus-value finalement de notre technique à nous, ça va être de vous préparer au maximum à cette transplantation. Donc en effet, ça va d'une confrontation, d'une discussion. Mais je pense que, bien sûr, l'un n'est pas ne contre-indique pas l'autre, il faut que ça le devienne. Après, il faut peut-être aussi, sur des anastomoses un peu particulières scavocieuse hépatique, est-ce qu'il y a des variantes d'anastomose cave avec des greffes de veine cave, etc. à discuter. Je pense que ça existe. Oui, tout à fait. Hein. C'est vrai que l'adaptation, elle est nécessaire. Et c'est la discussion qui est vraiment indispensable. Hein. Parce que finalement, l'adaptation, elle existe dans les deux sens. Nous, on peut adapter, on peut remplacer la veine cave quand effectivement le type il monte très haut pour des nécessités techniques. C'est souvent le cas, hein, dans le bulk carry ou dans les thrombosports. Nous, on adapte notre technique et puis on va remplacer la veine cave, ce qu'on ne fait habituellement plus maintenant dans les transplantations en France, qui reste fait aux États-Unis, mais qu'on ne fait plus en France. Dans ces cas-là, on adapte notre technique et on peut remplacer la veine cave. Et de la même façon, effectivement, hein, dans l'apport du TIPS, il est majeur. Et je pense que c'est important. Ce n'est pas forcément toujours évident et toujours clair pour les hépatologues notamment. C'est-à-dire que l'apport du TIPS dans la thrombosport, il est majeur, il est extrêmement important. Et clairement, il peut nous faciliter la tâche pour une transplantation ultérieure plus que nous la compliquer. Ça, c'est effectivement tout à fait vrai. Moi, j'avais un autre commentaire, c'était effectivement, dans la présentation sur les indications, c'était vraiment très, très, très bien fait. Tout y était. Je rejoins tout à fait votre réponse par rapport à l'hydrothorax, qui est le fait que l'hydrothorax, c'est simplement une acide thoracique. C'est une acide thoracique en plus qui répond très souvent moins bien au traitement diurétique. Et donc, c'est probablement une indication plus fréquente de TIPS que l'acide, parce que c'est plus souvent réfractaire que l'acide abdominal. Et dans les indications d'hémorragie, il y a quelque chose qui me semble que vous n'avez pas discuté, c'est le fait que le TIPS, historiquement, le TIPS fonctionnait moins bien pour contrôler les hémorragies sur les varices gastro-tubérositaires, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on combine la pose du TIPS avec une embolisation des varices. Et ça, je pense que c'est très, très important parce que ça a nettement amélioré l'efficacité hémostatique du TIPS dans ces circonstances particulières. Bien sûr, alors en effet, on n'avait pas été trop loin, mais on a fait un peu exprès avec Marion de ne pas pousser trop les indications dans les sous-titres. Il faut noter en effet que les varices gastriques vont avoir tendance à rompre à plus basse pression, ça s'est démontré, et elles vont être plus fatales. Donc, on ne va pas jouer à des millimètres de mercure près parce qu'on sait que ça n'a pas forcément grand intérêt, mais en effet. Et bien sûr, en fait, comme va montrer aussi Arthur sur notre série, vous avez remarqué, on embolise 50% des patients. C'est énorme en fait. On passe notre temps à emboliser les patients à Nantes, alors plutôt de la colle pour les varices sous-muqueuses à risque hémorragique et plutôt des coils, des plugs pour les shunts portosystémiques qui sont des vols aux shunts, des vols du TIPS. Donc en effet, l'embolisation, à notre sens, ça a une plus-value surtout en période hémorragique et on pense aussi que ça a une plus-value parce que ça permet au TIPS de rester perméable de manière plus longtemps, puisque ça évite finalement le vol du TIPS. Bien sûr, à cela s'ajoute la bonne couverture du TIPS au niveau portal et chez hépatique. Ces deux ingrédients-là font que quasiment on n'a plus de reprises pour des sténoses ni de thromboses. On va avoir plus des reprises pour des encéphalopathies hépatiques, alors qu'historiquement, on avait plus de thromboses de TIPS. Et donc, ce qui me permet de rebondir tout à fait, c'est aussi l'importance dans l'évaluation de l'efficacité potentielle, de l'intérêt du TIPS à moyen et long terme. C'est l'évaluation pré-TIPS. Alors, on parle de la fonction cardiaque beaucoup. Je pense qu'on parle beaucoup moins de la fonction rénale. La fonction rénale, il y a deux types d'évolution après un TIPS. Il y a des patients qui clairement améliorent leur fonction rénale parce qu'il y a un effet pro-natriurétique de la pose du TIPS. Il y a un certain nombre de patients qui vont dégrader leur fonction rénale. Et ça, c'est encore très, très, très difficile à identifier avant la pose du TIPS. Le fait que finalement, la pose du TIPS peut paradoxalement décompenser l'hémodynamique du cirrhotique.
Et l'un des éléments qui peut aider, à mon sens, on est en train d'y travailler, c'est la présence, la description des shunts portosystémiques préexistants. Et ça, je pense que c'est effectivement dans la préparation et dans le traitement, dans la pose du TIPS, un élément à prendre en compte et à traiter, c'est l'occlusion de ces shunts systémiques, la prise en charge de leur fonctionnalité. Il y a des shunts qui sont là, mais qui ne sont pas fonctionnels. Et dans la littérature, moi, ce qui m'a toujours étonné, c'est qu'il n'y a pas de données sur l'intérêt de l'opacification, finalement, ce qu'on retrouve à l'opacification de la veine porte une fois qu'on a ponctionné la veine porte. Il y a des patients chez qui on voit très bien du sang, en fait, un flux hépatofuge avec une opacification des varices œsophagiennes, d'autres chez qui on voit des shunts splénorénaux s'opacifier, d'autres chez qui on ne voit rien, chez certains patients chez qui finalement le flux porte il est hépatopète. Et je pense que l'efficacité du TIPS est très probablement dépendante de ces images-là qu'on a en paire procédure. Oui, tout à fait. Nous, en fait, ce qu'on fait, c'est que ce qu'on dit souvent, c'est qu'on préfère avoir un TIPS de 8 mm qu'on contrôle que 3 shunts, splénomésénix, splénocaves, etc., qu'on ne contrôle pas, donc on ne sait pas quel débit. Donc on a tendance à les occlure en effet pour que tout le sang soit redirigé vers le foie et ses branches, parce qu'on pense qu'aussi qu'en redirigeant le flux vers la glande hépatique, on améliore la fonction hépatique, et ça dépend un peu de la dureté du foie aussi. On peut aussi discuter de l'occlusion des shunts portosystémiques extra-hépatiques dans le cadre de la gestion de l'encéphalopathie hépatique avec ou sans TIPS. Donc, c'est toute une discussion. Je vais peut-être juste pour terminer, parce qu'il y avait une question technique sur l'avancée de l'introducteur dans la veine porte. Je ne sais pas si vous voyez le partage d'écran. Oui, on voit bien. Oui. Okay. C'est juste pour répondre à une question qui a été posée, parce que je pense que techniquement, c'est un élément en effet important. Donc tout à l'heure, je reprends un peu le film, une fois que vous avez fait votre ponction portale par voie échographique, alors excusez-moi, cette vidéo n'est pas de très bonne qualité. Donc ensuite, voilà, on arrive ici. Donc vous avez ici votre guide, vous avez l'introducteur dit French, on est en triple axial avec la gaine dans ma main gauche, ici en noir, et à droite, on a le sabre. Le sabre, on ne l'avance pas en intraportal dans le système porte, on va l'avancer au maximum dans la gaine pour avoir du support et orienter l'ensemble. Mais l'objectif n'est pas d'avancer le sabre rigide à l'intérieur du système porte du patient, ça pourrait être l'objet d'une lésion et d'une lacération de la veine porte. L'idée est de ramener votre gaine métallique au maximum pour orienter et donner le push. Et ensuite, vous allez avancer juste la partie souple de la gaine noire. Donc, vous avancez votre sabre que vous orientez vers l'avant. Ensuite, point fixe sur celui-ci. Vous avancez uniquement la portion gaine noire, puis point fixe l'introducteur. Ce qui vous donne l'image que vous avez. Donc, vous avez en avant, vous avancez la gaine hydrophile, puis l'introducteur. Voilà. C'est juste pour le petit point, parce qu'il y avait une question qui avait été posée là-dessus. Super, merci Frédéric. Donc, tu finis de répondre aux questions par un point technique. Merci aussi pour la discussion précédente, la confrontation radio-chirurgicale. Vous l'avez bien résumé par votre échange, c'est indispensable et c'est tout l'intérêt d'avoir eu à cette réunion à la fois un expert radiologique, le docteur Douane, et un expert chirurgical, le professeur Péto. Si il n'y a plus de questions sur le chat, nous allons clôturer la session. Si on peut faire juste une question sur l'éco-guidage, oui, alors vous pouvez faire vous-même l'éco-guidage, aucun problème. Il y a un gars à Palerme qui le fait lui-même. Nous, de temps en temps, ça m'est arrivé de le faire moi-même lorsque j'étais tout seul, notamment en astreinte. Mais bon, d'être dans un centre hospitalier, ça ne me paraît pas non plus choquant. Vous pouvez demander à votre anesthésiste, vous pouvez demander à votre manipulateur radio. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est tout à fait accessible. C'est une histoire de répétition. Donc, tout est histoire d'apprentissage. Il faut vraiment prenez le temps de faire vos biopsies transjugulaires, nodulaires ou non, sous éco-guidage. Vous allez apprendre que finalement, le TIPS n'est qu'une biopsie hépatique. Oui, c'est Miraglia à Palerme, en effet.
Parfait. On aura bien compris le message. Faites de l'écho. Ça sera plus facile et plus safe. Merci, Frédéric. Allez, bonne soirée. Professeur Fetto, un dernier mot. Bonsoir. Non, merci beaucoup. Merci pour cette discussion et puis pour toutes ces présentations. Parfait. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle session. Et puis, portez-vous bien. À très bientôt. Bonne soirée à tous. Merci Mathieu, à la régie.